Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour cette conférence trimestrielle de l'Observatoire. Donc, on va observer les 9 premiers mois de 2024. Il se passe pas mal de choses sur le marché immobilier, beaucoup de choses qu'on avait déjà discutées lors des deux précédentes conférences, des évolutions structurelles, des évolutions d'activité, des évolutions sur les taux. Donc on va reprendre tout ça en détail avec le professeur Bouillard, qu'on remercie encore une fois pour son analyse, d'être là d'abord avec nous, d'être là à Brest et d'être là avec nous pour cette analyse. Un peu comme on va suivre le plan habituel pour pas être perdu, de regarder globalement ce qui se passe sur le marché en termes de taux, de durée, de structure des opérations. Puis on fera des focus sur l'ancien, sur le neuf, parce qu'il y a des choses différentes à dire sur ces deux marchés. Il y a des dynamiques qui ne sont pas du tout les mêmes. Et puis ensuite, évidemment, on parlera de la capacité des ménages à acheter. Et puis enfin, surtout, de regarder en conclusion, quelle perspective, qu'est-ce qu'on peut imaginer pour la fin d'année. Alors elle est déjà presque là, la fin de l'année, il reste peu de temps devant nous, mais est-ce que déjà sur 2025, on peut quelque part tracer de premières perspectives? Voilà, donc je passe la parole au professeur Mouillard. Michel, est-ce que les choses continuent d'évoluer dans le sens de ce qu'on avait vu au mois de juin? Qu'est-ce qui se passe sur le marché? Oh, ça va vite. Ça va Vite, hein. très très vite. Et ce qu'on imaginait encore comme être une embellie au printemps dernier, s'est vraiment transformé durant l'été. C'est la reprise qui s'est bien installée. Et probablement une reprise qui a toute chance d'être durable, même si elle n'est pas aussi rapide que beaucoup pourraient souhaiter, mais une reprise qui est en outre associée à une transformation du paysage. Parce que là, c'est important, et ce que l'on a vu se confirmer durant les mois d'été, c'est bien une modification de structure de marché, de comportement d'acteurs, etc., etc. Et c'est tout ça qu'on va essayer de voir maintenant en détail. Bon, pour les participants, donc, je rappelle, le diaporama que j'utilise ici est un diaporama allégé, hein, c'est comme les fromages blancs. Mais il y a le diaporama qui est le diaporama complet qui reprend tous les éléments dont les uns et les autres peuvent avoir besoin. Alors, commençons par les taux. Les taux 3,59 au troisième trimestre, c'est un recul. Si on fait un petit historique du mouvement de la baisse des taux depuis le début de l'année, la baisse avait commencé dès janvier. Sur le premier semestre, la baisse a été de l'ordre de 9 points de base chaque mois, partant de 4,2% en décembre 2023. Je rappelle cela parce que la baisse des taux du premier semestre se fait finalement à condition de refinancement de la BCE inchangée et puis à durcissement des seuils d'usure mis en place par la Banque de France. Donc ça signifie que la baisse des taux, c'est véritablement une volonté des établissements pour chercher à sortir un marché de l'ornière dans laquelle il se trouvait. Hein. On va y revenir. Bon, et puis, durant l'été, les 2 premiers mois ont été un peu décevants, puisqu'en juillet et août, les taux n'ont baissé que de 2 points de base chaque mois. Mais il n'y a rien de surprenant, on va le retrouver, tout simplement parce que le mois d'août, c'est le mois le pire de l'année, hein, soyons clairs. C'est le mois où il ne se passe pas Il ne se grand-chose passe pas et les grand-chose. banques n'ajustent pas forcément leur barème à cette époque-là parce Oui, qu'il y a peu d'activité. il n'y a pas de raison. Et puis, en revanche, en septembre, ça repart. Et donc, en septembre, les taux ont baissé de 7 points de base. Et en septembre, on termine à 3,54%. Donc, conséquence de cela, eh bien, nous sommes à 3,54 par rapport au 4,20 de décembre. Ça signifie que finalement, depuis le début de l'année, si on prend les prêts les plus répandus, 20 ans, hein, nous sommes sur un recul des taux qui finalement est de 76 points de base
beaucoup plus que, évidemment, le recul qu'on va trouver sur, par exemple, les 15 ans. 65 points de base de recul depuis décembre. Et puis, quand on regarde un peu plus, si on regarde par répartition, par durée à l'origine, suivant les groupes, les 4 groupes qu'on identifie habituellement, eh bien, on s'aperçoit que le 4e groupe qui accueille généralement les ménages qui sont les ménages à l'apport personnel le plus faible, qui présentent les profils moins attractifs, peut-on dire, pour des établissements distributeurs, sont pourtant les catégories qui ont bénéficié de la baisse la plus rapide. Et donc, quand on prend, par exemple, le 4e groupe des prêts à 25 ans, on est à 80 points de base de baisse depuis décembre 2013. Bon, voilà, c'est beaucoup tout de même. Et cette baisse a comme conséquence que des ménages qui sont des ménages à faible apport personnel, qui rentrent dans la vie active, etc., donc des jeunes primo-accédants, se sont vus servis des prêts qui sont des prêts, finalement, qui leur ont permis sans difficulté de réaliser leur projet. On va voir les conséquences que ça a pu avoir. Ce que vous dites, c'est que les banques ont accompagné le marché dans son ensemble, mais encore plus fortement sur les clientèles, on va dire, plus modestes, plus primo-accédants, ceux qui sont dans le quatrième quartile. Oui, bien sûr, et qui constitue bien souvent l'avenir de la banque, puisque ces ménages, une fois qu'ils sont fidélisés, vont rester durant un grand nombre d'années et donc vont constituer finalement cette clientèle que tous les établissements de crédit recherchent. Voilà. Et alors, la baisse des taux s'est accompagnée d'un allongement des durées. Nous sommes sur le 3e trimestre à 248 mois. On le voit bien graphiquement. C'est pour ça que les graphiques sont toujours intéressants à observer. On n'est jamais arrivé pendant aussi longtemps sur des durées aussi longues. On va l'illustrer autrement très rapidement. Bon. Et durant l'été, on a constaté encore un allongement des durées. Pour autant, faut être clair que durant l'été, l'annuité ne s'est pas vraiment améliorée parce que derrière, nous avons l'augmentation des prix des logements qui s'ancre dans le paysage. Ce qui au printemps encore, à la fin du printemps, pouvait s'appeler un frémissement des prix, aujourd'hui c'est une remontée presque partout. Donc conséquence de cela, l'emprunt est associé à une annuité qui a un peu reculé, mais qui n'a pas reculé autant que ce qu'on aurait souhaité. Depuis le début de l'année, c'est un recul de l'annuité de 6,5 %. Bon, c'est bien, mais ce n'est pas véritablement ça qui, à lui tout seul, justifiait le redémarrage du marché. Et puis, quand on regarde, il est évident qu'on est encore loin des annuités qui sont les annuités qu'on pouvait connaître à la fin de l'année 2022 ou mieux encore à la fin de l'année 2019. Bon, cependant, on voit bien ici que le mouvement de longement est un mouvement qui est régulier, qui a totalement transformé la structure de la production. En vert-pomme, c'est le poids dans le marché des durées qui sont des durées de 20 à 25 ans. On voit bien aujourd'hui qu'on est quand même sur 67,8%. En septembre, on était à 67,8% de la production qui est servie entre 20 et 25 ans. Bon, pour mémoire, en 2019, pour se faire mal, on était à 46%. Et depuis 2019, ça s'est allongé rapidement.
à un point qu'aujourd'hui, l'allongement s'est fait au détriment des durées les plus courtes. Hein. Si on prend par exemple les moins de 15 ans, en orange, on voit bien que leur poids dans le marché a fortement reculé. Bon, maintenant, soyons clairs, cet allongement est un allègement qui est venu en appui de la baisse des taux et c'est le couple baisse des taux, allongement des durées qui a pris toute sa puissance et qui a permis évidemment de conserver dans le marché les ménages les plus jeunes, hein, qui, on va le voir, sont quand même de plus en plus largement constitués de primo-accédants dans le neuf. Insistons bien là-dessus et on verra la différence par rapport à l'ancien. Donc, ça a permis de conserver dans le marché des jeunes. On voit bien, par exemple, que si on prend les moins de 35 ans, 78,2% de la production se fait à plus de 20 ans. C'est évidemment une évolution qui est une évolution tout à fait remarquable, puisqu'en 2019, c'était 61,3% de la production des moins de 35 ans qui était servie à plus de 20 ans. Donc, c'est encore une illustration. Bon, mais surtout, ce que l'on voit, ce qui s'est passé depuis la fin de l'année dernière, depuis le début de l'année, on parlait de transformation du marché, on parlait de réactivation du marché, c'est que toutes les classes d'âge ont bénéficié de l'allongement des durées. Et là, donc, comparons par exemple 4e trimestre 2023, 3e trimestre 2024, on voit bien que même les 65 ans et plus, d'accord, ont vu la part de la production à plus de 20 ans passer de 4,7% à 5,3%. On dira oui, mais ce n'est pas énorme. Sauf que jusqu'à présent, cette catégorie, cette classe d'âge voyait le poids de la production aux durées les plus longues se réduire. C'est logique, tout simplement parce que lorsque les taux étaient élevés, lorsque les conditions qui étaient les conditions d'accès au crédit ne le permettaient pas, pour conserver des taux d'effort supportables, eh bien, il fallait servir des durées un peu plus courtes. Or là, la baisse des taux a permis d'allonger sur toutes les catégories la durée des prêts octroyés. Bon, et dans le même temps, deux grandes évolutions se confirment. Je ne parle pas du ralentissement de la baisse des revenus lorsqu'on compare les emprunteurs d'aujourd'hui à ceux de l'année dernière. C'est un peu logique, à la fois parce qu'on a un ralentissement rapide du rythme de l'inflation. On l'a encore vu avec la publication récente de l'inflation à fin septembre. Mais aussi parce que finalement, on se trouve avec une transformation de la structure des clientèles. Et on va y revenir, c'est loin d'être négligeable. Bon, ce ne sont pas ça les deux grandes évolutions notables. C'est le ralentissement de la baisse des coûts des opérations réalisées. Alors les coûts des opérations réalisées, je rappelle, c'est plus que le prix, puisque dedans, il y a l'effet surface, il y a l'effet localisation, l'effet qualité, tout et tout. Mais toujours est-il que là où le coût baissait de 6,2% encore l'année dernière, il baisse aujourd'hui de 2,9%. Et puis, c'est une remontée du niveau de l'apport personnel moyen. Alors, ce qui avait caractérisé l'année 2023, c'était cette baisse importante du rythme d'évolution de l'apport personnel. Nous avons une remontée du niveau de l'apport personnel moyen. On passe de pratiquement rien, 0,1, à une progression de 2,7%.
Voilà, donc, et on va voir les conséquences que cela a sur la tenue du marché. Et ce n'est pas rien, comme on dit derrière. Bon, mais en dépit de tout cela, compte tenu des évolutions que l'on constate, on a eu une reprise de la production de crédit. Alors cette reprise de la production de crédit, elle s'est confirmée durant le troisième trimestre, si on le mesure en glissement annuel. C'est-à-dire on prend le troisième trimestre, on le compare au troisième trimestre 2023, qui n'avait pas été glorieux, on peut le dire ainsi. La progression est une progression à 2 chiffres. Un petit 2 chiffres pour la production, plus 11,4%. Un gros chiffre à plus 36% pour le nombre de prêts. C'est normal parce qu'entre deux, il y a la diminution du prêt moyen. On peut le comprendre puisque l'apport personnel s'élève, donc toute chose égale par ailleurs, on emprunte moins, etc. Voilà. Mais pour autant, même si le redémarrage est un redémarrage qui est quand même rapide, la production au niveau annuel glissant est une production qui traîne encore les pieds sur la production elle-même, moins 13,8%. En revanche, le nombre de prêts, maintenant, remonte en niveau annuel glissant annuel. Voilà, c'est véritablement l'inversion tous azimuts des indicateurs, parce qu'on avait déjà vu que l'indicateur qui était l'indicateur de trimestriel glissant, oui, mais le trimestriel glissant, pour qu'il provoque la remontée de l'annuel glissant, il faut qu'il y mette de l'énergie. Et là, justement, il y a eu suffisamment d'énergie quand on est à 36% de hausse du nombre de prêts en glissement annuel au troisième trimestre. Finalement, après 9 mois de remontée, parce qu'on insiste là-dessus, après 9 mois de remontée, nous avons maintenant un nombre de prêts en niveau annuel glissant qui remonte. Bon, mais soyons clairs, le troisième trimestre, c'est toujours un trimestre assez particulier. Parce que le troisième trimestre, évidemment, quand on le compare au troisième trimestre de l'année dernière, on est tout content parce que, on le disait, on le rappelait, le troisième trimestre de l'année dernière n'était pas bon du tout. Mais le troisième trimestre, il a cette particularité. Oui, il y a le mois de juillet. Le mois de juillet, c'est dans l'année un très bon mois. Il n'y a pas de surprise là-dessus. Et puis, il y a le mois d'août. Alors, le mois d'août, là, c'est je ne vais pas dire la Bérésina, parce qu'on a raconté beaucoup de choses sur la Bérésina, mais ce n'est pas comme ça que ça s'est passé, nous disent les historiens. En tout cas, il ne se passe pas grand-chose au mois d'août. Voilà, il ne se passe pas grand-chose au mois d'août. Et puis, ça repart en septembre, mais il se trouve que le mois de septembre, les 10 premiers jours, les 15 premiers jours, ils ne sont pas très, très actifs. Ils reprennent de la vigueur, mais c'est surtout la seconde quinzaine du mois de septembre qui retrouve le dynamisme de la demande qui se reconstitue à la rentrée. Oui, parce que le moment où le crédit immobilier se formalise, voilà. il faut que le bien ait été visité, que la décision d'achat soit faite dans l'esprit de l'acheteur. Et donc, comme il ne se passe pas grand-chose au mois d'août sur ce plan-là, forcément, on n'a pas de traduction dans les crédits dans les 10-15 premiers jours du mois de septembre. Et la particularité de 2024, c'est que le marché est revenu, je ne vais pas dire comme avant, parce que les niveaux d'activité ne sont pas les mêmes, mais en termes de profil intra-annuel, il a retrouvé les évolutions qu'il connaît et que l'on observe depuis 20 ans. Et donc, je vous ai mis... On avait un peu perdu de vue dans ces dernières années. Oui. Ça avait été un peu oublié, ça avait été voilà, tout à fait. Cette saisonnalité, ce que vous nous dites, c'est qu'on retrouve... On l'a retrouvée. Plus grande saisonnalité, une saisonnalité plus habituelle dans le marché. Tout à fait. Et donc, je vous ai mis ici simplement le poids du mois d'août dans l'année.
on voit 6,6% de la production annuelle. Il est clair que quand on le compare au mois de juillet, qui fait 9,6% de la production annuelle, ça chute, et le mois de septembre, il remonte doucement, mais il ne remonte pas encore de manière très, très volontaire. Il faudra attendre le mois d'octobre. Ça reste un petit mois. C'est un En beau termes de mois. saisonnalité, c'est un mois qui est meilleur qu'août. Voilà, c'est un beau mois. Ça reste un mois qui est plutôt encore modeste par rapport aux saisonnalités du printemps ou même de novembre, octobre et octobre-novembre, qui sont de très bons mois. Tout à fait. Alors, je vais vous prendre une illustration. Vous trouverez, je vous ai détaillé tout ça dans le diaporama complet. Mais je vous prends un exemple. Au mois de septembre, cette année, le mois de septembre, il est en progression par rapport au mois d'août de 10,6%. Donc, entre août et septembre. En moyenne et sur longue période, comme on dit, cette année, le mois de septembre est en progression, de 11,9%. En moyenne et sur longue période, le mois de septembre, il progresse de 10,9%. On a retrouvé, voilà. On a retrouvé, si on prenait le troisième trimestre, eh bien, on s'apercevrait qu'on est dans les mêmes zones. Mais alors, attention précisément, c'est que le troisième trimestre, il est décevant généralement. Pourquoi est-ce qu'il est décevant ? Voilà, regardons. Prenons le troisième trimestre, donc dernière colonne de chiffres. On prend le troisième trimestre en glissement trimestriel, c'est-à-dire on fait évolution deuxième, troisième trimestre. Qu'est-ce qu'on observe ? On observe une diminution de la production. Oui, c'est logique, puisque de toute façon, la production, elle est amputée par le mois d'août, puis par le faible redémarrage du mois de septembre. C'est vrai sur la production, c'est vrai sur le nombre de prêts octroyés. Mais évidemment, si on avait comparé, donc troisième colonne, le troisième trimestre, comme on l'a fait avant, au troisième trimestre 2023, on était en augmentation de 11,4%, comme on le disait, sur la production et de 36% sur le nombre de prêts. Mais l'un dans l'autre, comme on a un mauvais troisième trimestre, en glissement trimestriel, ça signifie que on a finalement un redémarrage d'activité qui est un redémarrage qui tout saute un peu durant l'été. Et c'est la raison pour laquelle, en dépit des évolutions qu'on avait pu constater jusqu'alors et qu'on a rappelées, qui sont quand même des évolutions fortes, avant-dernière colonne, si on prend le premier semestre 2024 comparé au deuxième semestre, au second semestre 2023, on est à 13,3% d'augmentation pour la production et à 27,4% pour le nombre de prêts. Mais comme on a ce troisième trimestre qui tout saute, eh bien, nous avons finalement au troisième trimestre, en niveau annuel glissant, une légère progression, seulement 5,8% sur le nombre de prêts, et un recul toujours sur le niveau de la production. Voilà, donc nous avons finalement une belle reprise de production. Mais cette reprise de production, elle ne se voit pas totalement parce que nous avons quand même eu une descente aux enfers qui a été digne de la mythologie grecque, mais nous avons tout de même une embellie qui s'est transformée en reprise. Et nous avons maintenant tous les éléments pour, on va le voir, s'attendre à mieux encore sur les mois et les trimestres à venir. Ce que vous nous dites, c'est que le troisième trimestre étant structurellement un trimestre plutôt plus petit en poids dans l'année, il n'aide pas à voir la reprise
Oui. qui est derrière. C'est-à-dire que ça se concrétise, vous dites ça tout saute, c'est pas parce que ça se passe mal, c'est simplement que le poids de ce trimestre, il est faible et que Ouais. donc il n'a pas un impact très significatif sur l'ensemble de la chronique. Voilà, quand on va avoir, et le quatrième trimestre, on va avoir un bon mois d'octobre, d'accord, Oui. voire un meilleur mois d'octobre que bon. On aura un mois de novembre qui va encore être excellent. Et puis évidemment, avec l'arrivée du Père Noël, le marché, tranquillement, il va aller ailleurs. Oui, décembre est un mois un Il peu va plus aller calme acheter ses petits chocolats. Et que puis novembre. voilà. Donc le fait de retrouver la saisonnalité joue effectivement sur la Et façon oui, dont ça se diffuse. tout à fait. Ok. Et là, il va falloir se réhabituer à cela, tout simplement parce que les grandes interprétations conjoncturelles, si elles ne tiennent pas compte de cela, vont passer à côté de la réalité de l'évolution du marché. Alors, si on prend le marché du neuf, on ne va pas avoir beaucoup de surprises. On a, comme à l'habitude, le taux d'intérêt moyen, il baisse. On passe de 3,77 au troisième trimestre 2023 à 3,60 au troisième trimestre 2024. On a la durée moyenne qui s'allonge, on passe de 257 à 260. On a le coût relatif là qui progresse, alors que jusqu'à présent, le coût relatif, il avait plutôt eu tendance à reculer. Oui, mais sur le marché du neuf, il se passe quelque chose qu'on ne verra pas sur le marché de l'ancien, c'est le retour des primo-accédants. Et le retour des primo-accédants, alors faisons bien attention aux commentaires. Le retour des primo-accédants, ça signifie que les primo-accédants sont un peu plus nombreux, mais s'ils sont proportionnellement plus nombreux et donc plus visibles pour beaucoup, c'est que les autres, ils sont moins nombreux. Voilà, donc c'est l'histoire de la structure de l'activité. Si des primo-accédants progressent un petit peu en effectif, mais que les autres ne connaissent pas de nette amélioration, le poids relatif des primo-accédants s'élève. Et c'est bien ce qu'on a vu. Et surtout, élément remarquable et sur lequel il faut vraiment attirer l'attention, c'est la baisse du taux d'apport personnel. Jusqu'à présent, nous avions été habitués à une remontée du taux d'apport personnel. Là, on voit sur un an, nous avons une diminution du taux d'apport personnel, qui est une diminution qui est visible, mais qui n'est pas remarquable. Elle sera beaucoup plus forte, on va le voir, sur le marché de l'ancien. Mais là, toujours est-il, nous passons de 20,5% de taux d'apport personnel moyen l'année dernière à la même époque à 18,9%. C'est vrai pour l'ensemble du neuf, c'est vrai pour les seuls primo-accédants. Bon, en termes graphiques, on voit bien qu'il s'est passé quelque chose depuis le début de l'année, puisque après la grande glissade du taux d'apport personnel qui nous avait conduit du milieu des années 2000 à la situation qui est la situation de la fin de l'année 2019, nous avons eu la remontée, qui est la remontée du taux d'apport personnel, jusqu'au début, en gros, de l'année, fin de l'année dernière, début de cette année. Et depuis janvier, février, nous avons un repli du taux d'apport personnel. Donc c'est un mouvement qui est un mouvement de longue période, qui s'est amorcé et qui se traduit, comme on l'a vu, les trimestres précédents dans la structure de la production. Alors la structure de la production, elle se caractérise par une nouvelle augmentation de la part des moins de 35 ans. Les moins de 35 ans, ce sont les jeunes sans trop d'apport personnel. Ce qu'on vient de voir autrement, les jeunes sans trop d'apport personnel, en début de carrière, avec des niveaux de revenus qui sont des niveaux de revenus
qui sont en devenir, comme on dit. Et donc, on voit de manière concomitante progresser le poids des moins de 35 ans et le poids des moins de 3 SMIC dans le marché. Et les évolutions sont tout de même des évolutions tout à fait marquées. Hein. Si on prend par exemple les moins de 35 SMIC, nous sommes sur un peu plus de 47%. Moins de 3 SMIC, parce que moins de 35 SMIC, oui, ça ferait beaucoup. Ça a fourché. Voilà. Oui, non, mais bon, avec l'amélioration du pouvoir d'achat, maintenant, on ne sait plus mais quand même. Donc, nous sommes pour des moins de 3 SMIC à 47%. Nous étions à 10 points de moins, 11 points de moins en 2020. Donc, c'est bien une évolution qui est une évolution, mais qui s'est faite principalement au détriment des plus de 55 ans et des plus de 5 SMIC. Oui, ce qui n'est pas totalement étonnant, puisque, on l'a bien vu, le marché de la promotion immobilière a chuté. Il a chuté lourdement, comme le marché de la construction de maisons individuelles. Mais sur le marché de la promotion immobilière, on trouve beaucoup plus volontiers des ménages plus avancés dans la vie, dans l'activité professionnelle, dans les tranches de revenus, qui réalisent des reventes de biens et qui peuvent donc acquérir des produits qui sont des produits de plus grande qualité sur des espaces plus convoités, pas en périphérie de ville, mais dans les centres plus volontiers. Bon, ces clientèles sont progressivement sorties du marché. On a vu les conséquences que ça a pu avoir sur les ventes des promoteurs immobiliers. Bon, l'impact de tout cela, il est évident. Nous avons aussi, en termes de production de crédit, une augmentation. Si on prend le troisième trimestre, nous sommes en augmentation de 14,2% pour la production, et puis nous sommes en augmentation de 53,2% pour le nombre de prêts. Il est évident que ça vient maintenant faciliter le redémarrage, qui est le redémarrage de la production, du nombre de prêts au niveau annuel glissant, puisque 16% d'augmentation pour le nombre de prêts au troisième trimestre en année glissante et en glissement annuel. Mais encore une fois, la production va mettre un certain temps pour se relever. Nous sommes encore à moins 11,9%. Bon, là-dessus, il en est pour ces indicateurs comme il en est au niveau détaillé. Souvenons-nous que la périodicité, elle existe sur le marché, aussi bien sur le neuf que sur l'ancien. Et donc, nous retrouvons ici tous les commentaires qu'on avait pu faire précédemment. Nous avons un troisième trimestre avec moins 12% en glissement trimestriel de la production, moins 13,4% pour le nombre de prêts. Bon, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. C'est exactement la même analyse et le même commentaire que ce que l'on a pu faire pour l'ensemble de la production. Passons maintenant sur l'ancien. Alors sur l'ancien, côté taux d'intérêt, c'est la même chose, mais on verra que les taux d'intérêt ont baissé plus vite sur l'ancien que sur le neuf. En durée, les durées se sont allongées de la même façon et le coût relatif s'est accru. Le coût relatif, là, il s'est accru non pas parce qu'on a des jeunes primo-accédants qui sont arrivés sur le marché, c'est la différence entre le marché du neuf et le marché de l'ancien, mais parce que sur le marché de l'ancien, les prix remontent. Les prix remontent et donc les coûts des opérations ont comme conséquence qu'ils deviennent moins, entre guillemets, supportables qu'ils pouvaient l'être il y a une année encore.
Mais sur le marché de l'ancien, comme sur le marché du neuf, nous avons le recul du taux d'apport personnel. Et le recul est tout aussi rapide, voire un peu plus rapide que sur le marché du neuf. Et pourtant, il n'y a pas de primo-accédants supplémentaires qui sont arrivés sur le marché. Donc nous sommes bien là sur l'effet qui est l'effet remontée des coûts, des prix, et donc modification des plans de financement. Oui, parce que quand les prix deviennent plus élevés, les besoins d'apport personnel sont toujours là, mais l'apport personnel n'est pas extensible, et donc bien souvent c'est un recours au crédit plus important qu'auparavant. Eh ben, c'est ce qu'on voit. Et on le voit beaucoup plus nettement sur le marché de l'ancien que sur le marché du neuf. Le taux d'apport personnel recule depuis le début de l'année, et il recule relativement rapidement. Son recul est d'ailleurs d'autant plus visible que, on le voit, nous sommes aujourd'hui revenus 2 années et demie en arrière. Voilà, donc ce marché se transforme aussi, bien sûr, mais on ne voit pas la même transformation dans la structure des clientèles que sur le neuf, puisque les moins de 35 ans voient leur poids dans le marché s'éroder depuis 2 années déjà, et l'érosion se poursuit, et puis les moins de 3 SMIC dans le marché connaissent une diminution de leur poids relatif qui est tout de même sensible depuis 1 an. Et les évolutions se font au bénéfice des plus de 55 ans, que ce soit en termes d'effectifs et au bénéfice des 5 SMIC et plus, de manière marquée, très marquée même, depuis 1 an. Et cela montre bien la différence, toute la différence d'évolution entre le marché du neuf et le marché de l'ancien. Et cette évolution, évidemment, n'est pas terminée. Cette évolution va avoir des conséquences dans les mois et dans l'année à venir, d'autant qu'au fur et à mesure de la remontée des prix de l'immobilier, ces éléments que l'on avait commencé à percevoir dans leurs évolutions dès le début de l'année vont se renforcer encore. Alors, en termes de production de crédit, maintenant, on va retrouver exactement les mêmes types d'évolution que ceux que l'on a pu noter jusqu'à présent, de façon un peu plus atténuée, parce que si on prend par exemple l'évolution du 3e trimestre en glissement annuel, nous sommes à moins 10,4% à plus 10,4% pour la production et à plus 19,7% pour le nombre de prêts. Le mouvement est un mouvement qui est aussi un mouvement de reprise, bien sûr, mais qui est de moins grande ampleur que celui qu'on a pu constater sur le neuf, par exemple, conséquence de l'histoire, en niveau annuel glissant, et la production et le nombre de prêts reculent. Le nombre de prêts recule un peu encore, moins 9,5%. La production recule de 18,7%. Bon, donc là-dessus, il n'y a aucune surprise, aucune différence. Et bien sûr, si on détaille les évolutions comme on l'a fait jusqu'à présent, je vous laisserai le découvrir et lire les commentaires sur le diaporama détaillé. On voit bien que le 3e trimestre est aussi un trimestre de repli, de recul, et que cela a amorcé évidemment les évolutions qui sont les évolutions qu'on a pu noter jusqu'à présent.
Donc voilà, en termes d'activité, bah, le constat qu'on peut faire, c'est un constat de reprise, hein, porté par une amélioration des conditions de crédit, décidé par les établissements bancaires avant que la BCE ne modifie ses conditions de refinancement et avant que la Banque de France ne modifie les seuils des taux d'usure. Et puis les évolutions se sont renforcées depuis le mois de juin. Et à partir de là, nous avons bien maintenant cette reprise qui devient visible avec toutes les conséquences que cela peut avoir en termes de structure, de clientèle, de structure, d'activité. Bon. Mais avec des dynamiques qui restent quand même assez différentes entre le neuf et l'ancien. Avec des dynamiques tout à fait, et qui vont se renforcer dans les mois à venir, hein, puisque le marché de l'ancien repart. Le marché du neuf mettra un peu plus de temps, comme on dit. Mais il est tombé très très bas aussi. Il est tombé très très bas. Hein. J'aime rappeler le niveau des mises en chantier qu'on va avoir cette année est pile poil comparable à celui qu'on a eu en 1954, il y a 70 ans. Donc on va dire que si la production industrielle en France était la même que celle de 1954, il y en a probablement qui trouveraient à redire. Sans doute. Sans doute, il est vrai. Maintenant, nos indicateurs historiques de la capacité à acheter des ménages. Alors, je ne reviens pas sur l'histoire de ces indicateurs. Je dirais simplement que depuis un an, hein, nous avons une évolution qui se confirme. C'est cette amélioration de la surface achetable de 2,4 mètres carrés France entière. Alors évidemment, les évolutions ne sont pas les mêmes dans toutes les villes, parce qu'on a des villes comme Nantes ou Marseille où nous avons eu une progression rapide sur un an. J'aurais même pu rajouter la ville de Rouen, hein, qui sont des évolutions de 7 mètres carrés, voire 8 mètres carrés sur un an. Et puis on a des villes qui sont des villes finalement où c'est plus le statu quo qui a prévalu, que ce soit Le Havre, Caen, Amiens ou Besançon. Et puis d'autres villes, en revanche, ont connu une diminution de la surface achetable. Alors, bien souvent, on va trouver là des effets prix qui vont être très marqués. C'est le cas de Strasbourg, avec une évolution des prix soutenus depuis un an. Et puis, des villes qui sont des villes où les évolutions des prix ont été plus modérées, mais où néanmoins, compte tenu de l'évolution des clientèles présentes sur les marchés, la surface achetable a reculé, puisqu'il faut tenir compte de l'évolution des revenus des clientèles qui se présentent sur le marché, pas un indicateur qui est un indicateur global dénué de toute relation avec le marché qu'on cherche à analyser. Et donc, voilà, nous avons deux villes de province, des grandes villes, Limoges, Saint-Étienne, où finalement la surface achetable recule. 3-4 mètres carrés, mais au global, tout de même, dans 80% des villes, des grandes villes, nous avons une amélioration de la surface achetable, de la capacité à acheter. Et quand on replace les évolutions récentes dans une perspective de longue période, donc au cours du dernier quart de siècle, enfin des derniers 15 dernières années, pardon, on voit bien que nous avons une dégradation de la surface achetable en 2022-2023, et puis nous avons un renouveau à partir du début de l'année, avec la baisse des taux, l'allongement des durées, et puis
l'effort consenti par les établissements de crédit. Voilà, donc à partir de là, nous retrouvons bien ce sursaut, qui est le sursaut de l'année 2024 sur la surface achetable. Et tout de même, voyons que même après la dégradation de la surface achetable à laquelle on avait pu assister en 2022-2023, eh bien, on se retrouve aujourd'hui avec une surface qui est largement supérieure à celle qu'on pouvait connaître il y a 10 ans ou il y a 15 ans encore. Bon, rien de nouveau sous le soleil, serais-je tenté de dire, puisque cela ne fait que confirmer les évolutions que l'on a pu décrire depuis le début de l'année. Et donc, finissons-en maintenant avec les perspectives. Les tendances, les perspectives. Alors, pour commencer, un indicateur qui prend toute sa dimension, on va le voir, dans l'histoire de ces derniers mois, de ces derniers trimestres. Les intentions d'achat de logement dans le délai d'1 an. C'est un des items de questions observées par l'INSEE chaque mois et qui prend tout son sens puisque depuis 1 an, les intentions d'achat se redressent. Et le redressement est un redressement, alors je commente rapidement, hein, en bleu ciel, c'est le résultat de l'enquête, et puis en rouge, 100, c'est la courbe en moyennée en trimestre glissant. Donc ce qui nous donne l'évolution, la tendance de ces derniers mois, au-delà des fluctuations du mois de juillet, du mois de septembre, etc. Bon, et qu'est-ce qu'on voit ? On voit que depuis l'automne, l'été 2023, les intentions se redressent, s'améliorent, et on retrouve en septembre 2024 la situation que l'on connaissait au printemps 2022. Alors pourquoi prendre le printemps 2022, le début de l'année 2022 même, avant le déclenchement de la guerre en Ukraine et les conséquences que cela a pu avoir au plan macroéconomique, et avant que la BCE ne ne modifie sa stratégie et n'enclenche un mouvement de remontée des taux des crédits. Voilà, donc nous sommes revenus dans une situation qui est une situation finalement qui est confortable de ce point de vue-là, puisque la demande, elle est là, elle se redresse et elle retrouve des situations qui sont des situations qui nous ramènent à un contexte qui était un contexte comportemental finalement qui était confortable. Certes, ce n'était pas le contexte des années 2018-2019, mais souvenons-nous qu'à la fin de l'année 2019, le HCSF était passé par là. Maintenant, en termes de production de crédit, et conservons bien ce profil d'évolution de la courbe des intentions. En termes de production de crédit, voilà, vous avez ici, je vous ai remis, la variation en glissement annuel du niveau annuel de la production. Alors, en rouge sang, toujours, hein, c'est Crédit Logement, indicateur Crédit Logement CSA. Et on voit bien que l'indicateur, finalement, commence à hésiter durant l'été, à l'automne 2023. Ça frémit, on voit bien que ça descend plus comme avant, on voit bien que quelque chose est en train de se passer. Les esprits n'étaient pas encore prêts à entendre que le marché se transformait. Mais le marché se transforme bien à partir du début de l'année 2024. Et l'indicateur est un indicateur ici qui a amorcé sa remontée résolument à partir du printemps 2024.
Voilà, et c'est bien parce que, si vous en souvenez, hein, cette courbe en rouge sang, ben voilà, c'est le même type d'évolution, le même type de temporalité que ce qu'on peut trouver sur les intentions d'achat de logement par les ménages. Et puis, voilà, à titre de comparaison, puisque cela avait fait couler beaucoup d'encre et que les encres peuvent sécher, mais il est rare que les écrivains reviennent sur leurs manuscrits, eh bien, je vous ai mis le même indicateur construit. Alors, en bleu, c'est le mensuel de la Banque de France, le modèle MIR, hein, et puis en rouge, plus tendre, c'est le même indicateur, mais statistique ACPR. Voilà. Et donc, nous avons le même profil d'évolution, la même remontée, sauf que le point d'inflexion, il est 3 mois, 4 mois en retard par rapport à l'indicateur Crédit Logement CSA. Et là, moi, je crois qu'on insiste là-dessus. L'indicateur Crédit Logement CSA est bien un indicateur de marché, dans le marché, et les autres indicateurs sont sans aucun doute aussi pertinents. On ne va pas remettre en cause quand même l'autorité monétaire, mais toujours est-il que l'indicateur est un indicateur qui est un peu en retard sur les évolutions du marché. Mais là, on retrouve, je dirais, l'explication structurelle, qui est que ce qu'on observe dans l'observatoire, à partir des données de Crédit Logement qui sont retraitées, réanalysées sur base nationale, ce sont en fait les opérations de crédit qui sont en train de se passer dans les agences bancaires, c'est-à-dire qu'on est grosso modo au moment du compromis. Oui, du compromis de vente. Un petit peu avant, même. Un poil avant, un poil après. Enfin, on est autour du compromis de vente, oui. Alors que les statistiques nationales sont des statistiques qui forcément sont au moment où l'opération s'est effectivement et se dénoue. Et se dénoue. Donc là, on a 2, 3 mois d'écart. Donc on a d'un côté, voire potentiellement plus, mais on dirait en moyenne 3 mois. On a d'un côté donc une réalité de marché observée qui est sur la base de ce qu'on voit à Crédit Logement, mais qui ensuite est retraité sur base nationale, mais qui part d'un échantillon qui est quand même 30% du marché, donc qui est suffisamment significatif pour en déduire ce retraitement national, et par rapport à ce que je vais qualifier de comptabilité nationale dans les statistiques, d'ailleurs qui sont très convergentes. Et heureusement, c'est rassurant de voir que les statistiques ACPR et Banque de France donnent des choses qui soient similaires. C'est rassurant. Je crois que ça n'a pas été toujours le cas. Maintenant. Oui, je crois que ça n'a pas été toujours le cas dans l'histoire. Ça n'a pas été le cas, voilà. Ça n'a pas toujours été le cas. Bon, aujourd'hui, c'est convergent et je crois que c'est très bien. Par charité, je n'ai pas mis les années d'avant, 2022. Ce qu'on observe, c'est ce qui se passe aujourd'hui. On voit donc bien, on peut confirmer ce décalage, cette vision de la reprise qu'on pouvait avoir, des hésitations, enfin du plancher bas qu'on a vu dès 2023 et de la reprise qu'on observe à partir du printemps 2024 et que vous nous confirmez aujourd'hui en fait. Mais alors maintenant, il faut bien s'en souvenir, compte tenu de ce décalage de 3 mois, à minima, 4 mois peut-être, le tout sautement du marché du mois d'août et du début du mois de septembre dont on vient de parler avant, par exemple, les statistiques de la Banque de France, nous en parlerons en janvier ou en février 2025. Voilà. Malgré tout, ça doit être des statistiques corrigées des variations saisonnières, peut-être, pour les statistiques. Ça ne change pas grand-chose. Ça ne change pas grand-chose. Ça ne change pas grand-chose. Ok, enfin, en tout cas, ce qu'il faut retenir... Ça rassure ceux qui les citent en disant, mais ça ne change pas grand-chose. Voilà, enfin, je crois qu'on voit bien les tendances ici. Je crois que ce graphique est très important. Et maintenant, après. Comme disait Pierre Dac, la prévision le plus difficile, c'est quand on regarde à l'avenir. Pour le moment, tout se passe bien. Tout se passe bien. Nous avons les conditions de refinancement de la BCE qui se sont encore améliorées par la décision du 12 septembre. Donc, à compter du 18 septembre,
c'est pas ça qui avait encore eu beaucoup d'importance. Et puis nous avons, à compter du 1er octobre, eu la baisse des taux d'usure, hein, la baisse beaucoup plus significative, hein, que ce que l'on avait pu connaître par le passé. Et donc, au mois d'octobre, le mois d'octobre, il se passe très bien, puisque le mouvement de diminution des taux se confirme. Il se confirme, nous avons une baisse de 8 points de base, puisque le taux du mois d'octobre s'inscrit sur un 3,46% contre 3,54% en septembre. Et puis, la durée, elle s'allonge encore un peu. Voilà, donc 352 mois, nous étions à 247 en septembre. Voilà, donc les conditions de crédit continuent à s'améliorer. Alors, est-ce que ça va durer? Alors, pour savoir si ça va durer, il faut finalement reprendre les grands scénarios macroéconomiques. Bon, alors, du côté des perspectives de la croissance, aucun des grands instituts n'a proposé une fantastique amélioration du rythme de croissance de l'économie. Nous avons en gros 1% de croissance en 2024, en 2025, et peut-être un petit peu moins, certains estimant que les dispositions du projet de loi de finances vont provoquer un ralentissement de la croissance. Bon, on va en reparler. L'inflation va continuer à ralentir, ça c'est un point qui est acquis pour tout le monde, avec un objectif de progression de l'inflation à 2% à la fin du printemps 2025, puis une nouvelle décrue du rythme de l'inflation qui devrait, pour l'année 2025, nous conduire à quelque chose du genre 1,8% d'augmentation au niveau annuel. Donc là, un véritable ralentissement de l'inflation. Pour autant, ce n'est pas ça qui va provoquer une formidable amélioration du pouvoir d'achat des ménages. Le taux de chômage va encore progresser. Bon, il n'y a pas de souci là-dessus, serais-je tenté de dire. Bon, maintenant, ça signifie aussi que l'inflation se réduisant, le rythme de dérapage salarial semblant écarté, la BCE donc va poursuivre sur la voie de la décrue de ces taux. Certes, il y a encore des risques, on le voit avec ce qui peut se passer au niveau international, on le voit avec ce qui peut se passer sur le cours des matières premières et le prix du pétrole, mais pour autant, les scénarios, pour le moment, considèrent que la BCE va continuer à réduire. Elle va continuer à réduire à un rythme qui va nous ramener finalement à 3,75% à la fin de l'année. Donc avec les deux baisses, la baisse de la mi-octobre et puis la baisse de la mi-décembre, 25 points de base à chaque fois, sans aucun doute. Bon, maintenant, ça signifie qu'on va se retrouver à la fin de l'année 2025 avec une poursuite de la baisse des taux de la BCE qui devrait ramener vers, s'il n'y a pas de désastre d'ici là, 2,5%. Donc voilà, nous avons un environnement macroéconomique, financier, qui finalement n'est pas un environnement exceptionnel du côté de la croissance économique, du côté de l'évolution du marché de l'emploi, mais des conditions financières qui vont continuer à s'améliorer. Pour autant, souvenons-nous bien que la France a été placée avec
quelques-uns de ses petits collègues de l'Union européenne en procédure de déficit public excessif. Ça signifie que la France doit présenter un projet de loi de finances et une loi de finances pour 2025 qui ancre sa trajectoire budgétaire dans la décélération du déficit. Il y a des engagements qui doivent être pris par la France, et si ces engagements sont tenus, c'est bien une condition, si les engagements sont tenus, cela signifie que la BCE pourra faire bénéficier la France de l'instrument de protection de la transmission. C'est quoi ? Eh bien, ça signifie que si sur les marchés, qui sont les marchés financiers, la France était malmenée par des investisseurs, si donc l'évolution des taux obligataires se déconnectait des réels de l'économie, des fondamentaux de l'économie française, la BCE pourrait procéder à des rachats qui sont des rachats de titres émis par des administrations centrales, par exemple, voire par des administrations régionales, parce que ces administrations régionales sont aussi, et voire communales, sont potentiellement bénéficiaires. Mais tout ça, ça peut fonctionner si le rythme de décrue du déficit public est bien respecté, et donc si le profil, quel profil que la France présentera est un profil qui est respecté. Si cela n'était pas le cas, les mesures exceptionnelles de la BCE ne seraient pas mises en œuvre, et cela signifie que les tensions sur les marchés financiers pourraient se renforcer et venir perturber très largement les scénarios qu'on peut présenter à l'horizon 2025. Donc il y a quand même un risque, qui est un risque non négligeable, et donc le ralentissement de l'économie qui, pour certains, est à craindre en 2025 compte tenu des mesures qui sont les mesures proposées dans le projet de loi de finances pour 2025, le ralentissement de l'économie est un ralentissement qui finalement est à moindre coût au regard du coût qui serait supporté si la France se trouvait dans les conséquences qui sont à craindre en cas de poursuite du dérapage budgétaire. Voilà, donc là, et c'est toujours pareil, c'est l'histoire des avantages et des inconvénients. Bon, mais si tout se passe bien, comme cela est envisagé ici, nous allons avoir donc une poursuite de la baisse du taux, de l'ordre un peu de 3,40% pour le quatrième trimestre, voire un peu moins. Ça signifie qu'on va finir l'année au mois de décembre à 3,30% à peu près, c'est-à-dire à peu près en phase avec la prévision qu'on pouvait émettre au printemps, puisqu'au printemps, nous étions pour mémoire sur un scénario à 3,25 en décembre. Voilà. Finalement, le modèle est un bon modèle en comparaison, par exemple, du modèle de l'administration des finances, puisqu'aujourd'hui, on parle de qualité des modèles de prévision. Bon. Et le mouvement de baisse devrait se poursuivre en 2025, et on devrait finir l'année 2025 avec un taux moyen à 2,75% versus le 3,40% au quatrième trimestre 2024. Donc voilà, nous avons devant nous finalement une poursuite de l'amélioration des conditions de crédit qui va permettre ce redémarrage de l'activité, qui va accompagner, qui va soutenir le redémarrage de l'activité, qui est celui que l'on a commencé à décrire
au printemps dernier, qui s'est amplifié durant l'été et qui va conduire finalement l'année 2024 sur une année de stabilisation dans un premier temps, au niveau annuel, et puis qui va produire l'effet de redémarrage de 2025 et au-delà peut-être. Oui, parce on parle de redémarrage, mais on a un sac à dos assez lourd à traîner, donc quand on le regarde... On n'est pas revenu à avant. Voilà, quand on le regarde en année complète, il faut le temps de purger cette période. Enfin, sur le neuf, c'est encore plus vrai, parce que là, on part d'encore plus, plus bas et d'encore plus loin. C'est la raison pour laquelle l'année 2024 risque d'être un petit peu en dessous au global de l'année 2023. Oui. Voilà. Rappelons-nous que 2023, mais ça signifie qu'en profil intra-annuel, alors là, nous avons un boulevard qui s'est ouvert au second semestre. Voilà, bien faire la distinction entre ce qu'on observe sur la globalité de l'année et la façon dont ça s'est produit au cours de l'année, et la dynamique qui est sous-jacente, qui est complètement inverse de celle qu'on vivait jusque-là. C'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête. Et ça, c'est l'histoire qui nous le dira pour la suite. Maintenant, on voit bien les conditions internationales sont ainsi faites que beaucoup de risques vont probablement se renforcer au regard de l'impact qu'ils peuvent produire sur l'économie française. Oui, c'est vrai que l'avenir est toujours incertain, mais là on a une conjoncture autour de nous qui est probablement encore un peu plus incertaine. Donc, tout à fait. Ce que vous présentez là, c'est un peu dans la continuité de ce qu'on observe aujourd'hui et de ce qu'on peut penser, mais il peut y avoir des chocs qui viennent perturber cette trajectoire, en particulier... qu'il est toujours très difficile de probabiliser. C'est très compliqué, oui, effectivement. À suivre donc ça sera donc intéressant qu'on en reparle. Ah bah oui, en janvier prochain. En janvier, on en parlera. Évidemment. C'est le 21 janvier de mémoire. Oui. 21 janvier, c'est la décapitation de Louis. Ah, ça sera surtout maintenant connu comme la conférence trimestrielle de l'Observatoire. Voilà, on arrive au terme de cette présentation. Merci pour vos éclairages, Michel. Donc, si on n'a pas de questions, on va en rester là pour cette partie en direct. On vous propose de retrouver soit le détail au travers du replay qui sera disponible, je le redis, demain. Et puis, donc, on est évidemment disponible à Crédit Logement et au titre de l'Observatoire, que ce soit Crédit Logement ou Michel Mouillard, pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir, que vous n'avez pas pu poser peut-être là, ou que vous voudriez poser suite à cette présentation. Voilà, merci à toutes et à tous. Et puis, on vous retrouve au plus tard, de toute façon, le 21 janvier 2025. À bientôt.